bonsoir et merci de nous rejoindre pour le 19-20 en Lorraine. Une toile monumentale pour défendre la liberté d'expression. C'est ce qu'ont réalisé une trentaine d'artistes aujourd'hui à Forbach. Leur objectif, développer la fraternité et la solidarité entre les peuples de l'Union européenne. Un symbole fort en cette journée de l'Europe. Le festival Passage 14e édition a ouvert ses portes à Metz jeudi. Au programme 70 représentations de théâtre, danse, musique et marionnettes. Nous retrouverons en direct de Metz Charles Torgman, le directeur du festival, qui nous parlera des théâtres de l'Est et de l'Ouest avec les Cubains invités d'honneur. Et puis cette histoire peu commune, celle d'une cavalière et de sa jument aveugle. Pour l'aider à vivre, elle est devenue ses yeux. Une histoire de persévérance et de complicité à découvrir à la fin de ce journal. Mais tout d'abord, direction Paris et la halle Carpentier où les volleyeurs de Nancy Maxéville ont créé l'exploit. Ils sont devenus champions de France de Ligue B en battant Nice 3-7-0 cet après-midi. Pascal Judas, vous avez suivi ce match d'anthologie qui ouvre aux volleyeurs les portes de la Ligue A. Maxéville Nancy est champion de Ligue B et accède à l'élite du volleyball masculin. Alors forcément, David, vous qui avez fait un match juste extraordinaire, grande joie ce soir. Oui, je vais dire une très grande joie parce que justement on a fait ce travail qui nous avait été demandé. On a réussi à respecter toutes les consignes mises en place avant le match. Et voilà, on a abordé ce match avec respect et on a fait les choses comme il fallait. Donc grosse satisfaction. Et je dis bravo encore à toute l'équipe, à tout le staff et à tous ceux qui nous ont supportés de près comme de loin. Alors là, je vous sens encore dans l'analyse. Moi, j'ai envie d'avoir un petit peu de joie. Non, franchement, un titre de champion, ça donne sur une ligne de palmarès, c'est énorme. Ben, disons que de suite après un match comme ça, on ne se rend pas compte de ce qu'on vient de faire. Donc je pense que d'ici une trentaine de minutes, je vais réellement me rendre compte de ce qui se passe. Ouais. Une question au coach, forcément le coach. Bon, David l'a dit, travail bien fait, mais quel match ce soir. Vous avez complètement atomisé, étouffé les Niçois. Ils n'ont jamais pu être dans cette rencontre. C'est probablement le travail qui a été le mieux fait, c'est-à-dire qu'on savait qu'on était capable d'avoir des moments très hauts, et là on a eu beaucoup de moments très hauts, et surtout on n'a pas eu de temps faible. Ça aurait été certainement un des problèmes de cette finale si on avait un petit peu lâché alors qu'on était devant. Nice aurait certainement vite repris confiance, aurait été très capable de nous mettre dans la difficulté. Là ce soir on a été pied au plancher du premier au dernier point, on n'a jamais laissé Nice espérer, et comme a dit David, on a été très respectueux des consignes tactiques et on a été efficace sur ce qu'on voulait faire. On a maîtrisé nos émotions, on a maîtrisé notre technique, donc on a finalement maîtrisé notre match. Et voilà, je vous le rappelle, ce soir, Maxéville Nancy est champion de Ligue B et accède à l'élite du volleyball masculin. La Ligue A, c'est juste énorme. Voilà donc pour cet exploit de Nancy Maxéville, nouveau champion de France de Ligue B de volleyball. Après Bruxelles et Liège, c'est à Forbach qu'une toile monumentale pour défendre la liberté d'expression a été réalisée aujourd'hui. Le projet s'appelle We Love Art in Europe. Nous aimons l'art en Europe. Une trentaine d'artistes du monde entier y participent. Jean Baudin, Guy Souter. C'est important aujourd'hui encore pour vous la liberté d'expression? Absolument. Sans liberté d'expression, non. Elle est menacée ou pas? Je crois qu'elle est menacée, nous sommes là pour dire non. Je ne sais pas écrire, alors je peins, nous dit Djambé, un peintre que l'on ne présente plus. À Forbach, ils sont une trentaine à avoir fait le déplacement pour une toile géante sur la liberté d'expression. On peut penser quelque chose, le faire ressentir à des personnes que eux vont peut-être ressentir ce que nous on ressent, je pense. C'est votre écriture? Oui. Un événement orchestré par la galerie Tête de l'Art, Art ART, sous les yeux d'une marraine prestigieuse, peintre et ancienne danseuse étoile. Chaque œuvre que quelqu'un peut faire, un peintre ou autre, c'est lui qui l'a fait, c'est sa création. Et qu'il soit un grand professionnel où il va être plus habile, ou un modeste débutant, il y aura mis tout de même tout son cœur, et c'est sa liberté. Des rouges pour le sang, des bleus pour l'incertitude, des jaunes pour la lumière et parfois un texte pour la liberté dans l'âme. Je ne veux pas faire comme les autres, donc quelque part je veux réaliser des événements
qui prennent de la valeur au fil du temps. Des artistes viennent des 4 coins d'Europe, ici, à Forbach, et tout ça fédéré autour de ce projet qui est présenté aujourd'hui. C'est juste une bouffée d'oxygène phénoménale. Une toile pour une liberté qui, une fois terminée, sera offerte à la ville de Forbach. Cet accident mortel ce matin sur l'A33 aux terres de Rosières aux Salines, aux alentours de 9h, le conducteur d'un véhicule âgé de 67 ans a trouvé la mort, probablement suite à un malaise. Et à 6h30 sur la D906 entre Aumesse et Beuvillé en Moselle, une route particulièrement anxiogène. C'est un motard de 42 ans qui a lui aussi perdu la vie. Il aurait perdu le contrôle de sa moto avant de percuter un panneau de signalisation. Et puis ce braquage dans un institut de beauté à Frémin-Merlebach ce matin. Un homme masqué et armé a menacé une salariée avant de s'enfuir avec la caisse. La jeune femme choquée a été prise en charge par les pompiers. Une enquête est en cours. Cette fois, c'est sûr, il y aura bien une vignette allemande en 2016. Le Parlement allemand a adopté hier son projet de péage automobile et ce sont les usagers étrangers, dont les Français, qui seront les plus pénalisés en payant le prix fort, soit 130 €. La protestation est déjà vive chez les frontaliers. Début de saison à Écuret, pôle d'avenir, le centre d'expérimentation du bien vivre en milieu rural ouvrait ses portes aujourd'hui au public pour une journée découverte. L'occasion de découvrir la richesse patrimoniale de ce site industriel. Jean-Philippe Tranvoise, Frédéric Madier. Une coulée de métal comme un clin d'œil à l'histoire de ce site industriel. Jusqu'en 1985, Écuret était encore une fonderie. Pour la démonstration, pas d'acier mais de l'aluminium plus facile à faire fondre et des bénévoles qui expliquent le processus. Il faut faire un moule en sable pour faire une empreinte avec un modèle. On fait une empreinte dans du sable pour pouvoir couler justement de l'alu qui va couler aux alentours de 600 degrés dedans et ça va donner à nouveau une pièce en alu. Quelques minutes plus tard, les pièces apparaissent pour le plus grand plaisir du public. Des visiteurs invités à découvrir aussi les vestiges du site industriel. Ici, vous êtes dans l'une des plus anciennes halles de fonderie. Et ce que je voulais vous faire admirer, c'était la charpente. Des visites guidées dans les différents bâtiments pour comprendre l'histoire d'un site, l'histoire d'une réhabilitation aussi et d'une nouvelle vie qui se profile. Depuis le XIIe siècle avec l'abbaye cistercienne jusqu'à XIXe siècle et XXe siècle la fonderie d'art et d'ornement. Donc on explique vraiment qu'est-ce qu'a été ce patrimoine architectural et industriel. Et en même temps on explique l'usage nouveau des bâtiments et à comment ce site est transformé puisque depuis quelques années il est en travaux et maintenant il a vraiment un nouvel usage. Car désormais ici on parle développement durable en milieu rural. Le site d'Écuret est ouvert au public du mardi au dimanche pour cette saison 2015 qui s'achèvera au mois d'octobre prochain. Passage, le festival des théâtres à l'est de l'Europe et ailleurs a ouvert ses portes à Metz jeudi pour 10 jours. 70 spectacles sont programmés. Avant de rejoindre en direct de Metz notre invité Charles Torgman, le directeur du festival, je vous propose un avant-goût de ce que vous pouvez découvrir ce week-end avec les Cubains. À l'honneur, Benoît de Butler et Emmanuel André. Tony Avila et son orchestre au centre commercial, une manière d'aller chercher le public là où il se trouve un samedi après-midi. Les Cubains jouent ce soir pour de vrai au centre-ville, mais pourquoi pas aller chatouiller les oreilles capitalistes au temple de la consommation. C'est très bien, comme ça, en plus des achats qu'ils ont dans leur sac, ils pourront ramener dans leur cœur un peu de musique cubaine. Même recherche d'autres publics, des locataires des HLM de Moselle ont été invités ici. Un spectacle américano-japonais, franchement austère, c'était risqué. Beaucoup ont quitté la salle avant la fin et ceux qui sont restés sont partagés. Il faut aimer, il faut vraiment être en mode japonais pour comprendre parce que là... Je pense que c'est un spectacle avec beaucoup de travail. C'est un petit peu particulier. J'avoue que c'est un petit peu particulier quand même. Il y a un dragon et parfois il y a plusieurs scènes et il y a une madame qui a chanté et ça m'a beaucoup plu quand la dame elle chantait. Sortir des autoroutes culturelles, emprunter les départementales et faire des rencontres. C'est un peu la marque de fabrique de Passage, le slogan du festival. Ici, personne n'est étranger.
Bonsoir Charles Torgman. Le théâtre Bonsoir. d'Europe de l'Est, c'est l'ADN du festival à l'origine et pourtant on trouve désormais des troupes venues des quatre coins du monde. On l'a vu dans le reportage avec les États-Unis, le Japon ou encore Cuba, pays invité cette année. C'est un virage à l'ouest ? Alors c'est un virage, on va chercher de l'Est à l'Ouest. Comme Cuba était un pays qui a été quand même longtemps ami de l'Union soviétique, on allait chercher aussi des pays qui avaient des cultures quasi communes à partir du communisme et on a trouvé des choses qui n'ont rien à voir en même temps. Dans Passage, c'est aller dans l'inconnu, donc Cuba c'est inconnu pour nous, et pour trouver du nouveau. Voilà, c'est un peu ça l'objectif du festival. Alors Passage, cette année, c'est 70 représentations, 250 artistes issus de 13 pays et pourtant le festival a connu une baisse importante de ses subventions, moins 220 000 €, 4 jours de festival en moins. Il a fallu s'adapter cette année. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir ? Non, je ne suis pas inquiet parce que c'est extraordinaire. Là, votre journal tombe à pile, si j'ose dire, puisque vous me posez une question et la réponse, elle est derrière moi. La réponse, c'est une queue de 50 mètres de long de spectateurs qui attendent d'aller voir le spectacle le jour du grand jour de Romesco, avec un spectacle avec des musiciens roumains, avec un cochon dressé, un marabout dressé, des chanteurs qui viennent un peu partout. Et ça, c'est la réponse. La seule réponse, c'est qu'on croit que le public pourrait ne pas vouloir d'art et de culture. C'est pas vrai. Ils en demandent, ils sont curieux. Même ces gamins qui sont venus voir ces Japonais assez compliqués, même des gens qui ne sont jamais venus au spectacle, ça c'est notre objectif, de mélanger les publics, de travailler avec des gens en situation de précarité, même des étudiants sont en situation de précarité. Ça c'est l'objectif du festival, de dire que le voyage est partout, qu'ici effectivement personne n'est étranger et c'est le public qui dit aux collectivités ne nous coupez pas en fait, ne coupez pas les moyens. Donc je suis optimiste. Voilà, on l'a compris, le public est au rendez-vous, c'est donc de nature à vous rassurer. Merci Charles Torgman d'avoir été notre invité et je rappelle que le festival Passage, c'est donc à Metz jusqu'au 16 mai prochain. Rapprocher la danse contemporaine du grand public, c'est l'objectif de Parti Danse, un événement participatif proposé par le Ballet de Lorraine à l'occasion des 30 ans des centres chorégraphiques nationaux, des spectacles dans la ville auxquels participent 140 danseurs amateurs et professionnels. Le public est lui aussi invité à danser. Claire Schaffner, Boris Kretschmar. Un ballet en pleine rue, place Charles III. « 60 danseurs interprètent une chorégraphie préparée avec le CCN de Nancy, loin de leur scène habituelle. Alors déjà, il faut prendre en compte les nuisances extérieures, donc c'est vrai que c'est pas simple pour se concentrer, mais en tout cas, on apprécie de pouvoir aller chercher les gens et les intégrer dans le projet. Et c'est ça qui est vraiment bien. Et du coup, on utilise l'espace public pour interpeller les gens et les intéresser à la danse. Il y a toujours un petit peu une image élitiste, un peu une image lointaine, donc c'est intéressant pour de donner la possibilité au public de découvrir en fait ces différents moments de danse contemporaine, de voir comment il est aussi facile de la pratiquer, puisque dans ce projet, c'est uniquement des danseurs amateurs. Dans le public, beaucoup de curieux un peu sceptiques. C'est de la danse contemporaine. Il y a du bon à prendre et du bon à laisser. Mais c'est toujours intéressant de voir la performance. C'est la première fois que je vois ce genre de spectacle en fait. Voilà. C'est vrai, j'avais déjà vu ce genre de spectacle en fait. Mais c'est vrai que c'est spécial et ça fait un petit peu théâtral, psychologique, c'est un petit peu bizarre. Mais à la fin, tout le monde, ou presque, se met à danser. Même le caméraman. Voilà, et si ça vous intéresse et sans caméraman, rendez-vous demain, Parc de la Pépinière à Nancy à 16h. Retour au sport avec la bonne opération des Nancéens face à Clermont hier soir. Une victoire 1-0 grâce au but de Romain Grange marqué dans le temps additionnel qui permet à Nancy de croire encore à la montée en Ligue 1. Et à l'issue de ce match, la SNL pointe donc à la 4e place au classement de Ligue 2 à 2 points seulement du 3e Angers. Et puis en Ligue 1, c'est le match de la dernière chance pour Metz, avant-dernier du classement. Les Grenats reçoivent Lorient ce soir à Saint-Symphorien. Coup d'envoi du match à 20h.
Le rêve était à portée de main. La désillusion est donc très grande pour les pongistes messines. En finale de Coupe d'Europe, les filles du Metz Tennis de table se sont inclinées face aux Polonaises de Tarnobrzeg hier soir à domicile 3-1. Les chances de l'emporter au match retour sont très minces. Pascal Zudas, François Bobet. Une finale, cela ne se joue pas, cela se gagne certes, mais parfois il faut savoir apprendre pour gagner dans le futur. Lors de ce match aller, les Messines sont tombées sur un os. Quasi imprenable, la défense de Tarnobrzeg a muselé l'attaque mosellane. Le trio magique messin a lutté pour remporter le moindre point. Elle joue très bien défensivement, il n'y a pas de surprise. Pour marquer un point, il faut être au top. C'est un jeu tactique très compliqué par rapport aux autres rencontres. Match clé, l'opposition entre le chef de file de l'équipe messine, Yumi Schreiner, et Renata Skribova a tourné à l'avantage de la joueuse polonaise victorieuse 3 manches à 2. Le tournant de ce match aller, Tarnobrzeg s'impose 3-1 et prend une grosse option sur la victoire finale. Ça reste un parcours exceptionnel. Maintenant, là, à chaud, on est très déçus parce qu'on joue cette finale pour la gagner. On va faire le maximum pour essayer d'aller chercher quand même la victoire en retour. Je pense quand même que cette équipe n'est pas injouable. Elle est plus forte que nous, mais elle n'est pas injouable. Maintenant, c'est vrai que là, nos chances pour être champion d'Europe, faut être clair, ça sera très dur. Mais on est fiers quand même d'être arrivé là et on essaiera l'année prochaine de revenir et pour la gagner. Battus mais pas abattus, les Messines feront tout pour réaliser un exploit lors du match retour le 29 mai prochain en Pologne. Une très belle histoire à présent, celle d'une passionnée d'équitation et de sa jument aveugle qu'elle n'a jamais voulu abandonner. Pour cela, elle a dû s'adapter et revoir l'éducation de sa jument pour encore plus de complicité. Bruno Demange et Guy Souter les ont rencontrés. Lève, lève, allez, lève. Pour Daisy et Justine, c'est un grand jour. Les deux amis se retrouvent devant l'objectif d'une émission légendaire sur les animaux, 30 millions d'amis. Et pour cause, l'équipe est venue raconter la belle amitié qui existe entre elles deux. Mais pas seulement. Depuis plus de 3 ans, Daisy souffre de cécité. Et pour Justine, il était hors de question de l'abandonner. J'avais 2 choix. Donc soit m'en séparer parce qu'elle risquait de devenir dangereuse, ou soit de la garder auprès de moi, mais du coup ne pas trop savoir comment son futur allait se dérouler. Donc c'est sûr que pendant les premiers mois c'était très dur parce qu'elle trébuchait partout, elle fonçait dans les murs. Pour la remettre au box, c'était pas facile. Avec les marches dans une ferme, il a fallu tout reprendre depuis le début. Donc mettre une nouvelle éducation en place, un nouveau vocabulaire. Oui, oui, elle est là ta copine. Forcément, Daisy a encore plus besoin de sa cavalière pour réussir à évoluer sans vision. Je suis ses yeux. On y va. Je la guide et j'anticipe tout en balade partout. C'est vrai que au lieu de regarder le paysage, ou voilà, j'anticipe les obstacles qu'il peut y avoir, surtout le sol, que ce soit des petits trous dans le sol ou des taupinières, on anticipe tout, même un bout de bois, de l'herbe haute, à être un peu plus vigilant parce qu'on ne sait pas ce qui se cache en dessous. Donc voilà, afin que la balade se passe au mieux et dans les meilleures conditions, qu'on puisse en profiter toutes les deux. Et des beaux moments comme celui-ci sont fort nombreux. Justine vit avec Daisy des choses qui ne ressemblent en rien à celles qui peuvent unir un humain et un cheval. Retour en 1915 à présent avec notre série consacrée à la Grande Guerre. Le premier jour de la deuxième bataille de l'Artois, une division du 33e corps d'armée d'un certain général Pétain réussira une percée spectaculaire, une action héroïque qui se soldera par un sacrifice inutile. Florence Mabille et Antoine Morvan. Ce monument édifié sur le site même de Vimy témoigne qu'avant la prise de cette fameuse crête par les Canadiens en avril 1917, d'autres soldats sont parvenus à rejoindre cette position stratégique. Et cela 2 ans plus tôt. Il s'agit de la division dite marocaine qui pourtant ne comptait aucun Marocain dans ses rangs. Alors pourquoi ce nom de division marocaine ? Parce qu'en août 1914, elle rentre d'une mission au Maroc, protectorat français. Cette division est constituée de tirailleurs algériens, renforcés en octobre 1914 de légionnaires étrangers engagés volontaires.
Parmi eux, l'écrivain suisse Blaise Cendrars. Il témoignera après-guerre dans son livre « La main coupée ». Le 9 mai 1915, lors de la grande offensive de l'Artois, la division marocaine passe à l'attaque. Contre toute attente, elle franchit sur 4 km plusieurs tranchées allemandes. Le succès est incroyable, tellement incroyable que les renforts ne sont pas là. Pas prêts, trop loin pour réagir vite. Jusqu'à la dernière limite, la division marocaine tiendra la position. L'historien Pierre Miquel, dans son livre « La butte sanglante », rendra hommage à cette division. Il dénonce le fait qu'on ait minimisé son exploit, tout simplement parce que l'état-major n'a pas pu soutenir cette action héroïque. En 2 jours, du 9 au 11 mai 1915, la division marocaine a perdu 4207 hommes sacrifiés. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle la principale information de ce journal. Les volleyeurs de Nancy Maxéville sont champions de France de Ligue B. Leur victoire face à Nice 3-7-0 cet après-midi leur ouvre les portes de la Ligue A de l'élite. Voilà, on termine sur ces images de joie. Excellente soirée à tous et à demain pour le 12-13. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.